le rôle que joue la CEDEAO dans cette affaire? Non, je crois qu'il faut, pour lire la position de la CEDEAO, on part du traité du 28 mai 1975 qui a été revu en 1993. Je pense qu'il faut regarder l'article 4 de ce traité, justement, qui pose les principes fondamentaux de la CEDEAO. Et le premier principe, d'ailleurs, en lettres d'or, c'est celui du respect de la souveraineté et de l'indépendance des États membres. Si on part de ce point, on peut remonter à la Charte des Nations Unies, sur ses équivalents, c'est-à-dire à la Charte des Nations Unies dans son article 2 alinéa 1, sur l'égalité souveraine des États. Ce n'est pas le principe de souveraineté, c'est le principe d'égalité souveraine des États. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un État au-dessus d'un autre. Qu'on soit un État fort, faible, ou riche ou pauvre, on est au même niveau. C'est-à-dire de considération sur la scène internationale. Si on rentre encore, j'évoque ces principes comme cela pour qu'on puisse refonder les bases de notre analyse. On rentre dans l'article 1er alinéa 2, paragraphe 2, toujours de la même Charte des Nations Unies qui pose justement le principe de l'égalité des droits des États et surtout de leur droit à disposer d'eux-mêmes. C'est vrai que c'est un principe en fait qui est lié à la colonisation, mais je fais un parallèle avec la commission de la décolonisation qui a été créée en début des années 60 par l'ONU. C'est-à-dire qui visait justement à réaliser le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est-à-dire que chaque peuple a un droit à l'autodétermination, parce qu'il y a aussi en fond l'autodétermination, c'est-à-dire à choisir son régime, à choisir ses dirigeants, et surtout à ne pas faire l'objet d'une provocation ou d'une ingérence d'une puissance étrangère dans ses affaires intérieures. Alors le comité de colonisation a fait son travail, mais on se rend compte qu'en fait, nos pères fondateurs ou les rédacteurs de la Charte des Nations Unies sur ces principes n'avaient pas vu en fait que la colonisation pouvait prendre le visage de la décolonisation. C'est-à-dire qu'on donnait une indépendance postiche aux États et on la leur reprenait autrement en contrôlant simplement les directoires de ces États. C'est le cas du Niger, c'est le cas du Mali, c'est le cas de la Côte d'Ivoire, c'est le cas du Sénégal, c'est le cas du Burkina Faso, où vous avez des pays où le peuple s'interroge sur la citoyenneté, entre guillemets, c'est-à-dire sur la base des actes que pose leur chef, il se pose la question, est-ce que ces gens sont de chez nous? Vous voyez donc que la décolonisation a transposé, en fait, a travesti le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est pour cela que De Gaulle a été un génie dans les années 60, en donnant justement un bout de papier à ces États en disant « l'ONU me met la pression avec la Grande-Bretagne, selon la charte d'ailleurs, ces principes ont été inspirés de la grande charte de l'Atlantique qui a été signée entre Churchill et Roosevelt le 14 août 1941. Ça a été transposé dans la Charte des Nations Unies. Il m'impose de vous libérer. Je vous donne le bout de papier. Mais par derrière, il a signé les accords de coopération. Vous voyez? Donc tout ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, c'est la conséquence de ces accords de coopération. Si je remonte sur le point du Niger, le point du Mali, le point du Burkina, vous allez vous rendre compte que nous tournons tous ces pays, et beaucoup d'autres encore, comme la Côte d'Ivoire, tournent autour de la résolution 1803. C'est-à-dire le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes de leurs propres ressources naturelles. C'est une résolution de 1962. C'est vrai qu'on avait travesti cette résolution en la limitant uniquement à ces peuples qui n'étaient pas encore indépendants, c'est-à-dire qui n'avaient pas encore la souveraineté politique. Mais aujourd'hui, cette résolution reste toujours valable, parce qu'en fait, malgré ces indépendances postiches de façade, il n'y a que le parasite de l'ancien colon est toujours là. Et c'est lui qui pompe les ressources, comme dans le cas du Niger, comme dans le cas du Mali, comme dans le cas du Burkina Faso, puisque la première mesure que prend la junte, c'est de dire on arrête de vous donner notre uranium. Ça veut dire que la résolution 1803, c'est le fond du problème. C'est-à-dire que nous sommes riches naturellement, mais nous sommes pauvres matériellement. Sur la CEDEAO, s'il vous plaît. Donc, non, je suis déjà sur la CEDEAO. Okay. Pour donc vous poser ce problème, c'est-à-dire qu'on a comme l'impression que l'immédiateté internationale est en train d'être actionnée pour les besoins des chefs d'État. On a comme l'impression que les textes du droit international, Charte des Nations Unies et les textes même des organisations sous-régionales sont utilisés pour la protection de la communauté des dirigeants africains au détriment de la protection des peuples. Parce que vous ne pouvez pas comprendre qu'on mobilise aujourd'hui la CEDEAO pour aller au Niger, alors qu'on n'a pas pu mobiliser cette même CEDEAO pour chasser les djihadistes du Mali, pour chasser les djihadistes du Burkina, pour chasser ces mêmes djihadistes du Niger. Vous comprenez?
Comment est-ce que vous pouvez poser cela? Et d'ailleurs, je vous fais un cas. Le président Bola Ahmed Tinubu, lorsqu'il a commandité sa réunion là, pour les chefs d'État de la CEDEAO, sa première phrase, c'est « L'un d'entre nous est pris en otage par sa garde présidentielle ». L'un d'entre nous est pris en otage par sa garde présidentielle. Il n'a pas dit le peuple nigérien fait l'objet de ci ou de ça. Ça veut dire que vous comprenez donc que les institutions sous-régionales, régionales et même mondiales dans le cadre de l'ONU, c'est-à-dire pour parler des États-Unis, de la France et tout ça qui manipule, sont justement utilisées pour la protection de ceux qui dirigent. Si je sors donc sur le cas de la CEDEAO et rentrer sur les ramifications, il y a un souci, parce que moi je m'interroge. Le cas de la CEDEAO, moi je suis même pour une intervention de la CEDEAO, parce que je sais qu'elle ne pourra pas. Je vous explique. C'est un bon cas d'espèce, parce qu'en fait, cela peut amener ces pays à se dissocier de la CEDEAO, à sortir de la CEDEAO. La CEDEAO, c'est 5 200 000 km² de territoire. Et les plus gros porteurs en superficie, c'est le Niger, 1 267 000 km². C'est le Mali, 1 240 000 km². Le Burkina Faso, c'est 274 000. Si vous faites la soustraction dans cet espace, vous allez rendre compte que la CEDEAO, ce sera une petite peau de chagrin d'environ 2 millions de km² que va dominer le Niger avec les petits États satellites saxons qui sont sur la côte. Mais cela n'empêchera pas le Niger de pouvoir se fédérer. C'est la question que j'allais poser. Non, se fédérer. Le Niger peut sortir de cette affaire-là parce qu'en fait, ce sont des gros porteurs de l'économie ouest-africaine. Ne vous trompez pas, madame. Si vous enlevez le Nigeria, vous enlevez la Côte d'Ivoire avec son cacao, vous allez revenir sur le Mali, avec tout ce que vous avez comme grain. Parce que le Mali fournit du grain à la Côte d'Ivoire et à tous les pays de la côte, même si ces pays-là ont une issue sur la mer. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu les sanctions, par exemple, qui sont utilisées contre le Niger. Le Niger a plusieurs issues. Parmi les issues, il y a le Cameroun. Moi, j'aime toujours le dire. Les gens, quand ils parlent des frontières camerounaises, ils ne parlent jamais du Niger. Le Niger est frontalier au Cameroun, sur le lac Tchad. Et ils ne savent pas qu'en fait, le Niger peut même se fédérer, même tranquillement, à notre Libye. Et faire sortir ses ressources par Benghazi. Le Niger peut même se fédérer par la Mauritanie qui est cachée à l'arrière du Mali, qui a une issue à la mer. Donc je crois qu'en fait, cette guerre-là, si vraiment la CEDEAO commet cette erreur, peut arriver à cette désolidarisation, à la sortie de cette organisation par ces pays-là. Et ça fera plus du mal à la CEDEAO qu'au Niger. Bien sûr, et qui plus est encore, on peut avoir encore une déconflagration, un effet domino de ces populations, de ces soulevés, de ces levées populaires au niveau de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, qui justement sont utilisés en cheval de Troie par la France aujourd'hui pour insécuriser de l'autre côté le Niger. Et vous savez que ce qui se passe actuellement avec le leader, notre Sonko, n'est pas du tout à peser en faveur de Macky Sall. Et en Côte d'Ivoire aussi, vous savez ce qui se passe de ce côté-là. On peut réveiller les forces nouvelles, on peut réveiller d'autres choses en Côte d'Ivoire et utiliser peut-être le Mali pour balayer ces deux autres-là. Justement, professeur Meyolo,